Alors moi, le cinéma, c'est d'abord une passion de cinéphile. Donc j'ai commencé plutôt par le journalisme et la critique. Et donc en faisant ça, je me suis retrouvé à 19 ans à Cannes pour un jury, en fait un jury jeune. Et c'était un moment où j'ai dû voir 42 films, donc un énorme binging de films. Et tout ça m'a donné, m'a tellement immergé dans ce monde-là que ça m'a donné en fait envie d'aller plus loin et d'aller aussi explorer le cinéma par la pratique. Ça m'a amené à aller en Belgique. Et donc j'ai plutôt commencé par le montage parce que les films qui me touchaient, c'était des films qui se fabriquaient au montage. Et par la suite, j'ai aussi été dans une école flamande qui s'appelle Sint-Lucas, qui est plus une école d'art. Et ensuite encore, je fais une résidence qui s'appelle le Frénois, donc Studio National des Arts Contemporains, qui se propose aussi d'aborder en fait l'art en le questionnant sous le prisme de la technologie. Et donc moi j'ai fait 2 films là-bas, voilà, ce qui m'a lancé un peu dans cette transition entre le montage et la réalisation. Alors en fait, le projet de Malbec, il a commencé avant les attentats du 22 mars. Parce qu'à cette époque, moi je travaillais entre Paris et Bruxelles. Et donc quand il y a eu le 13 novembre, en fait, tous les médias se sont braqués sur ce quartier où ont habité les terroristes, qui est donc Molenbeek. Et il se trouve que Molenbeek, c'est là où j'habitais. Et je trouvais qu'il y avait un énorme décalage entre moi, ce que je vivais, et ce qui était montré par les médias. Et donc j'avais commencé par poser ma caméra en fait sur la place principale. Et rien que par le fait de poser ma caméra à cet endroit-là, plein de gens venaient me parler un peu de manière aléatoire. Et ce qu'il y a, c'est que quand il y a eu le 22 mars, après pour moi ça a complètement... pour moi ça a soufflé ce projet, c'est-à-dire que c'était... je ne pouvais plus continuer en fait cette direction, ça n'avait plus de sens. Ça avait plus de sens. J'habitais dans le centre de Bruxelles. Et c'est là où il y avait tous les camions régis, toutes les caméras qui étaient à présent pendant 15 jours pour redire des choses qu'on savait déjà. Et ce qui avait de très étonnant, c'est qu'ils étaient placés devant la place de la Bourse. Et donc ça faisait comme une scène de théâtre, voilà, qui rajoutait une dimension artificielle à tout ça et qui nous rappelait un peu le 11 septembre. J'ai ressenti le besoin, moi, de filmer ces scènes-là, mais ce n'était pas non plus convaincant pour qu'on comprenne toute la dimension de ce qui était en train de se jouer, c'est-à-dire un peu l'arme terroriste comme étant non pas tant la bombe qui explose dans ce métro, dans cet aéroport, parce qu'il y a eu 2 événements, en fait, mais plutôt l'image comme vecteur de terreur et comme arme, en fait. Quand j'ai rencontré Sabine, là, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché, qu'on entend beaucoup les personnes qui ont ce PTSD, c'est-à-dire de revoir, le PTSD, c'est le stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il y a cette image qui revient en permanence de l'événement en boucle à partir d'un son, d'une odeur, de tout ça. Donc ça c'est quelque chose qui commence à être compris parce qu'on en a parlé beaucoup, mais l'amnésie de ce type d'événement, moi c'était la première fois que j'entendais ça. Et surtout, il y avait quelque chose dans ce récit qui pour moi me paraissait à l'endroit exact de ce que pouvait faire le cinéma, c'est-à-dire de tenter de représenter non pas une réalité objective, mais plutôt de représenter cette vision fragmentée, en fait, vision fragmentée du souvenir. Donc l'animation, c'est quelque chose qui est venu dans un deuxième temps, dans les process, les essais que j'ai pu faire avec mon équipe. On s'est rapproché de l'esthétique de la fragmentation, comme étant comme si l'image était en permanence habitée par le ça a été de cette bombe qui explose, et que cette bombe n'explose pas que des corps,
mais explose aussi nos images mentales, nos souvenirs. Il a fallu qu'on photographie tous les lieux et qu'on les reconstruise par des logiciels 3D qui, à partir des photos, d'un ensemble de photos, vont recréer cet espace tridimensionnel. Mais nous, on a plutôt que de regrouper les points qui permettent, les coordonnées qui permettent de mapper cet espace, on l'a justement laissé à l'état de points. C'était aussi une manière de rappeler ces cendres, en fait, c'est comme des cendres, en fait, qui sont là, et cette fragmentation. Et l'idée de fragmentation, elle se dédouble par le montage, qui est lui-même haché et qui mélange, donc qui mixe des images d'archives, des images prises d'Internet, des images de prise de vue réelle et cette animation. On a des moments d'accalmie et d'immersion dans cet espace mental qui est celui de Sabine, et en même temps des ruptures très fortes qui sont le retour au réel par ces images d'archives. Voilà. Alors comme le film il est sur l'absence d'images, moi j'ai d'abord commencé par le son. Déjà le travail du témoignage de Sabine, qu'on a travaillé tout le long en fait, du process. C'était vraiment des allers-retours permanents, puisque c'est une mémoire qui se construit au long cours. C'est pas une mémoire qui était fixée, puisqu'elle est racontée par d'autres. Ce qu'elle me raconte, c'est la somme des témoignages qu'on a pu lui raconter. Dans cette réalité-là, il y a une forme d'incertitude, il y a une forme de flou, il y a une forme d'imprécision. Le film, lui, se doit de fixer un instant de parole. Et par la suite, il y avait l'idée de ce qu'on pouvait faire de ces matériaux sonores que sont le fil des événements de cette journée qui est complexe à retracer, qui était nécessaire, je pense, pour pouvoir s'ancrer et pouvoir imaginer, mais elle devait se faire dans la manière dont Sabine a pu découvrir rétrospectivement ces événements-là. On a aussi, dans la bande sonore, on a essayé de le créer sous forme de partition sonore, en gardant des traces des lieux, notamment de la station, avec cette musique qui est une musique pas tant extra-diégétique que diégétique, parce que dans les métros bruxellois, il y a souvent une musique classique qui pour moi avait une espèce d'ironie tragique de continuer son chemin comme si de rien n'était, alors que des corps gisent au sol. Et par la suite, pour moi, le travail sonore, c'est du contraste, en fait. C'est-à-dire, c'est cette immersion qu'on peut avoir dans les moments qui laissent place à la voix, qui sont dans ce retour à la station, mais altéré par ce souvenir fait de bribes de Sabine. Et en même temps, les archives qui reviennent de manière très brute, très cut, que le spectateur ou spectatrice soit jamais dans quelque chose de trop confortable. Voilà, que le film reste dans la brutalité du récit, mais qu'en même temps, qu'il y ait aussi un peu de douceur dans ce monde de violence. Voilà. C'est vraiment ce contraste-là qui a guidé l'approche de la partition sonore.